C'était bien lancé. C'était bien lancé du chou. Parce qu'il n'y avait plus de bruit, il ne bougeait plus, donc il n'y avait plus de métal, ça parlait juste le chou. Ils viennent de quelle époque là-bas? Oui. C'est bordélique, on va faire là. T'as vu la même chose que moi. Donc il y a pas mal de légendes, pour excepter une seule fois dans l'histoire où les Anglais ont massacré la chevalerie française. Mais l'objectif dans les combats, c'est pas tuer le chevalier qu'on a en face. Les soldats se respectaient énormément entre eux. Ce qu'ils faisaient surtout, c'est qu'ils les capturaient et ensuite rançonnaient la famille. Jusqu'à un équipement complet, si je devais ramener le tarif du 14e, 15e siècle à aujourd'hui, une armure c'est 250 000 €. Donc si je vous combat sur le champ de bataille et que je vous fais mon prisonnier, voilà, je récupère votre armure, donc elle coûte déjà 250 000 €, plus tout l'équipement de vos soldats, plus vos chevaux, plus vos épées, etc. etc. Puis après j'appelle vos parents et je dis le gamin il est dans les geôles, qu'est-ce que j'en fais? Je le sors ou pas? Bon, les parents, comme généralement ils aiment bien leurs enfants, bah, ils vont payer. Donc je vais dire, bah, je sors le gamin, c'est 1 million €. Donc ils sortent le gamin, il faut à nouveau l'équiper. Donc je leur paye une armure, j'équipe à nouveau toutes ces troupes, je rachète des chevaux, etc. Puis comme vous êtes un piètre combattant, 15 jours après, bah, à nouveau vous êtes dans mes geôles. Donc je rappelle les parents. Le gamin il est encore en prison, qu'est-ce que j'en fais ce coup-ci? Bah, déjà la rançon a augmenté, c'est plus 1 million, maintenant c'est 2. Et après c'est comme ça que des vassaux sont devenus beaucoup plus riches, imposants et réputés que leur propre seigneur, parce que c'était d'excellents combattants sur le champ de bataille, et donc ils rançonnaient absolument tout le monde. Donc ils étaient en capacité d'accroître leur notoriété et surtout leur compte en banque. Voilà. Et après, donc dans les armes que je ne vous ai pas montré, il y a l'épée templière classique. Donc là c'est une épée 13, tout ce qu'on fait plus authentique. Une épée qui se manie à une main, qui n'est pas très lourde, elle fait 750 grammes, bon, qui n'est pas aiguisée parce que justement on est dans des campements, donc c'est pour éviter aussi qu'il y ait des personnes qui puissent se blesser. C'est une épée qui peut être utilisée aussi bien à cheval qu'à pied, qui est vraiment très très facile à manier, qui n'est pas très large, hein, elle doit faire 4,5-5 cm à la garde, elle n'est pas très longue non plus,
Et en fait, les épées, dans le temps, vont avoir tendance, à partir du XIIe siècle, à rétrécir en épaisseur et à s'allonger. Et devenir en fait de plus en plus effilée. Alors quand vous voyez une épée 15e siècle classique, l'épée elle est grande comme ça, c'est généralement des épées déjà à une main et demie, plus forcément une main, avec une pointe qui est vraiment très effilée. Et vous dites à quoi elle va servir, celle-là, le mec en face il a une armure qui fait entre 1,5 mm et 3 mm d'épaisseur, je vais pouvoir taper dessus, la seule chose que je vais faire c'est de tordre l'épée. Ce qui pourrait effectivement être le cas. Mais l'épée extrêmement pointue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va glisser dans tous les interstices. Donc elle va passer sous le bras pour pouvoir atteindre le cœur si nécessaire. Elle va glisser au niveau du pli de laine pour venir découper tout ce qui dépasse. Le creux du genou, l'intérieur du bras, sous le gorgerin et bien entendu la visière. Donc si vous vous retrouvez avec une lame d'épée qui est au contact de votre œil, vous avez le choix, ou vous vous rendez tout de suite et vous avez la vie sauve, ou vous me dites oh, tout compte fait, non, hop, terminé, l'épée elle vous traverse directement l'œil et le cerveau, vous êtes décédé dans la seconde qui suit. Voilà, l'épée elle sert à ça. Au XVe siècle, elle ne sert plus à fendre ou à trancher. On n'est pas à la télévision, on est sur un champ de bataille. L'objectif c'est quelque part être en capacité de glaner du matériel, de la notoriété. Les héros d'armes de l'époque, c'est l'équivalent des notaires d'aujourd'hui, donc ils sont là pour compter vos mérites. Et c'est ce qu'on retrouve sur tous les boucliers, il y a votre blason qui est là, et votre blason c'est votre CV aujourd'hui. Donc il va raconter votre histoire, et n'importe qui sur le champ de bataille va pouvoir se dire « Ah bah tiens, ça c'est Fabrice, lui c'est un bon combattant. » Et puis là c'est Jean-Pierre, par contre lui c'est un traître, son bouclier il a une barre noire en travers. Voilà. Donc on sait directement qui fait quoi. Et les héros d'armes de deux camps adverses, en fait, sont des copains parce qu'ils sont là pour assister à la bataille en même temps et ils prennent des notes. Voilà. Donc c'est pas un contre l'autre, c'est tous les deux ensemble. Et ils vont se dire, ah, celui-là il s'est bien battu, je donne une bonne note. Ah, par contre, celui-là, au moment où c'était un petit peu chaud, il est parti se cacher dans les fourrés. Bon, c'est la première fois qu'il va à la bataille, on va mettre ça sous le coup de l'émotion, donc ça se reproduise pas. Et les histoires des chevaliers sont faites comme ça. Bah, je vous en prie. Merci. Bonne journée à vous. Bah, à vous aussi. Comment bien vous porter On parle l'épée, ouais, Allez, se tu veux, on parle qu'il est. Après, il y a plein de conditions. Il est comme ça, voilà. Mais plus on manipule un oiseau, plus ça va. Après, ceux qu'on garde pour la chasse ont moins de caractère que ceux qui sont plutôt pour la chasse. Ceux pour la chasse, on leur donne à manger, c'est déjà pas mal. On va dire ça. Enfin, vraiment, il faut des entraînements et aussi, etc. Tous ceux qui sont pour la chasse et les farouchements, on les trimballe moins que ceux qui sont pour la volée, qui ont besoin d'être habitués au bruit, aux gens, etc. Un oiseau de chasse, vous ne le verrez pas ici. Il sort, il travaille, il chasse, il rentre, et puis voilà, c'est tout ce qu'il fait. Avec plaisir. Avec le port d'armoire. Une partie des troupes de Saladin se noient dans des marécages qui se trouvent sur le chemin. La garde personnelle de Saladin, les Mamelouks, sont aux environs de 1000, je pense. Ben, il n'y en a plus un seul. Saladin est à quoi? Quelques dizaines de mètres d'être pris. Ça aurait été un changement, mais voilà. Quand il arrive ici dans le sud, ce sont les tribus bédouines qui s'y mettent, parce qu'elles n'aiment pas beaucoup la tutelle de Saladin. Donc au final, il va rentrer en Égypte avec, je vous le donne en mille, moins de 2000 hommes sur 27 000. C'est la plus grosse tatoune jamais prise par une armée musulmane face à une armée franque. Alors pourquoi est-ce que je dis musulmane et pas nécessairement arabe? Parce que déjà Saladin il est kurde, il n'est pas arabe. Et dans les Mamelouks, ce sont des gosses qui ont été capturés jeunes et qui ont été élevés, quelle que soit leur nationalité. Il pourrait même y avoir des occidentaux
pour être dévoués jusqu'à la mort à leur chef. Voilà pourquoi je dis une armée musulmane. Pourquoi est-ce que je dis l'armée franque maintenant? Alors le franc, c'est le nom générique pour tout ce qui vient d'Occident, que ce soit italien, anglais, allemand, belge, ça n'existe pas, mais bon, brabançon, namurois, etc. Ils les appellent tous les francs. Pourquoi? Ben, la raison est simple, parce que les plus grands contingents sont envoyés par la Francie, par la France, qui ont donné un nom, ils n'ont pas cherché à aller beaucoup plus loin. Donc, magnifique victoire des Francs à cette époque-là, mais plus tard, c'est la bataille des Cornes de Latine en 1187. Et là, l'armée franque est commandée par il est mort, le pauvre homme, par Guy de Lusignan, qui est un casseur de musulmans, tout comme le général Custer était un casseur d'indiens. C'est beaucoup de fougue, mais très peu d'intelligence dans le ciboulot. Pour en terminer avec ça, moi, il y a quelque chose dont je voudrais parler parce que c'est vraiment intéressant, c'est même essentiel à l'époque des réseaux sociaux et de toutes les conneries, bêtises et inepties qu'on entend. Les enfants inscrivent ça dans votre tête, hein, Facebook et tous ces machins-là, Instagram, WhatsApp, TikTok, enfin bon, tous ces machins-là, c'est pas toujours très intelligent. Bon, les chiffres de la bataille de Montgisard. Je vous ai dit, côté franc, entre 375 et 450 chevaliers, plus ou moins 80 templiers, et ça varie déjà pour les piétons entre 1200 et 2500. Regardez maintenant pour les troupes musulmanes, selon les auteurs, ça part de 8000 jusqu'à 30 000. Comment on peut expliquer pareille divergence? Ben moi je vais vous le dire, voilà exactement, voilà la police et voilà les syndicats, ou les organisateurs. Hein? Oui mais c'est quand même interpellant. Hein? Comment voulez-vous avoir une vision claire des choses avec de telles divergences? Alors, les explications ici, pourquoi de telles divergences? Si la source est de première main, une source de première main, ça veut dire la personne qui a vu. Tout de suite, on ne lui a pas raconté. Où se trouvait-elle? Parce que le mec qui est sur la colline et qui écrit dans son calepin, et le type qui est dans la bataille, c'est pas la même chose. Quand a-t-elle écrit? Tout de suite après, un mois, un an? C'est pas pareil. Si c'est une source de deuxième main, donc on a raconté à quelqu'un, bon, ben, est-ce qu'elle a écrit directement? Hein? Est-ce qu'elle a écrit un an après? 50 ans après? Ça peut arriver, ça. Hein? La qualité de la source, écrit-elle pour son compte, est-elle commanditée? Alors ça, bon, tout le monde connaît William Shakespeare. Bon. Et tout le monde connaît Henri VII d'Angleterre. Bon. Le Richard III de William Shakespeare, c'est une pièce. Donc, hein? Eh bien, le Richard III est une pièce de commande de la part d'Henri VII Tudor. Pourquoi? Pour discréditer la lignée des Plantagenets dont Richard III était le dernier représentant. Si certains d'entre vous connaissent un petit peu, mon royaume pour un cheval, une phrase qu'aurait prononcée Richard III, exprimant ainsi son désir de fuir le champ de bataille après une affaire mal engagée, c'est totalement faux. La bataille était mal engagée pour l'autre. À voir s'il n'y a pas... C'était occupé en... Moi j'ai le son. Denk ik wel.